ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un touche-à-tout, humoriste, acteur, réalisateur, chanteur et même écrivain. Si je vous dis les petites annonces et du cobu, vous l'avez sans doute reconnu, tiens ça rime. Il s'agit d'Elie Semoun, qui nous fait la joie d'être ici. Bonjour Elie. Vous l'avez sans doute reconnu, oui, il y a encore une autre rime, mais on va peut-être s'en passer. On va peut-être s'en passer. Merci beaucoup Elie Semoun d'être avec nous. Merci à nous vous Marie. Sur KTO, dans Lumière intérieure, alors que vous avez quand même un emploi du temps très chargé en ce moment. Non, mais vous faites partie de mon emploi du temps, donc tout va bien. Donc, emploi du temps chargé, puisque vous êtes en pleine tournée avec votre dernier spectacle, Elie Semoun et ses monstres. Oui. J'étais il y a 2 soirs à Bétoncourt, près de Belfort. Donc oui, je continue à jouer. Sillonner. À vous sillonner finissez à Paris en décembre, le 6 et 7 décembre, avec votre spectacle au Folies Bergère. Je dis adieu à ce spectacle, je l'enterre. Et puis ensuite, un nouveau à venir sans doute, on en un nouveau avec Julie Debona. On va faire une pièce de théâtre à partir du 27 janvier au Théâtre de la Madeleine. L'histoire d'un couple. Donc voilà. La grande aventure du couple. La grande aventure du couple dont on va parler, j'imagine. Oui, un petit peu. Juste un petit peu. Dans votre actualité également, du Cobu Président, qui est un véritable succès, un carton au cinéma, 1 200 000 entrées, et bientôt le DVD. Bientôt le DVD, et puis oui, je suis très fier de cette aventure. C'est un film familial qui s'adresse, comme son nom l'indique, donc aux parents, mais surtout aux enfants. Et comme on est dans une émission où on va parler du Cobu, donc un élève cancre, c'est une série qui existe depuis c'est le 4e volet en fait. Le 4e volet. Et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai montré. Les premières personnes à qui j'ai montré ce film, c'est des amis à moi qui sont une famille de cathos pratiquants. Et je fréquente beaucoup Laurent qui est prêtre à Saint-Sulpice. Enfin, il l'était à l'église Saint-Sulpice, près de l'Assemblée nationale. Et quand ils ont vu le film, ça m'a fait très plaisir parce que la maman m'a dit « mais c'est très moral comme film. On apprend que la tricherie, c'est pas bien, ne paye pas du tout. » Voilà, exactement. C'est ce que je voulais faire passer dans le film. Donc vous êtes le réalisateur de ce film et vous incarnez également Chien Latouche. Latouche, voilà. Avec sa moustache, ses lunettes et son côté hystérique et fou et psychorigide. Ouais. Mais je m'amuse beaucoup à faire ça. J'imagine. C'est fatigant, mais je m'amuse beaucoup. Ouais. Et dernière chose dans votre actualité, enfin il y en a sans doute d'autres, c'est votre livre, votre premier roman. Vous aviez déjà écrit d'autres livres. J'apprendrai à être grand, aussi un livre sur les plantes, on en parlera peut-être. Et voici votre dernier opus, donc un premier roman, Compter jusqu'à toi. Voilà. Rodriguez, père et fils. Chez Robert Laffont, un premier roman d'amour déçu, j'ai envie d'ajouter. Oui, c'est toujours un peu décevant l'amour, l'amour, vous ne trouvez pas? Autobiographique? Oui, c'est un mélange de... bien sûr, de toute façon, je ne me suis pas servi de ce qui se passe chez mon voisin. Oui, bien sûr, je me suis servi de mon expérience personnelle. J'ai fait un mélange, j'ai mélangé le réalisme et la romance, quoi. Voilà. C'est un peu une ode à l'amour déçu ou à l'amour toujours? Non, à l'amour toujours. Est-ce qu'il y a de l'espoir quand même? Oui, il y a toujours de l'espoir parce que malgré le fait que forcément, enfin je dis forcément, j'espère ne pas vous choquer, mais ça se finit souvent mal les histoires d'amour. Donc malgré le fait que ça se finisse mal, ça ne m'empêche pas d'espérer en vivre une autre. Pas du tout. Je ne suis pas comme ces gens qui se blindent et qui... vous savez, ceux qui ont, je sais pas, qui sont tombés de cheval et qui veulent plus remonter à cheval. Je m'en fiche. Je sais très bien qu'il y a son lot que l'amour vient avec son lot de souffrance, avec son lot de déception, etc. Mais c'est pas grave. J'y retourne. Chaque histoire d'amour est différente, même si elles se ressemblent toutes, plus ou moins, mais c'est différent. Donc moi, je suis plein d'espoir. L'amour est votre carburant. Vous dites d'ailleurs que vous êtes un dépendant affectif. Oui, je pense. Ouais. Je pense pas être le seul. Mais il y a beaucoup de belles phrases sur l'amour. Il y en a énormément.
L'amour, c'est comme croire en Dieu. Je me demande s'ils existent tous les deux. Bah oui. On se Vous pose tous posez la quand même la question. Bah oui, on se pose tous la question. Même les gens très croyants se posent la question. Ouais. Bah oui. Bah oui, on doute de tout. Enfin, ma dernière expérience avec des gens très croyants, c'était à l'abbaye de Sénanque. Et je leur ai posé la question aux frères. Je leur ai dit, mais franchement, vous doutez pas parfois? Vous ne posez pas de questions? Si par malheur vous allumez la télé, vous ne posez pas des questions? Vous ne vous demandez pas où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour nous aider, etc., etc. Vous Donc, doutez oui, beaucoup, vous-même? bah oui, bien sûr. Mais c'est ça qui fait avancer. C'est paradoxal, mais c'est ça qui fait avancer. Alors, le hasard est une chose à laquelle on ne s'habitue jamais. Ça, c'est un autre mot qu'on voit beaucoup dans votre livre. Ouais, le hasard, ouais. En même temps, vous êtes contradictoire. Parfois, vous dites qu'il n'existe pas ou il existe. Est-ce qu'il existe, selon vous? Oui, il existe. C'est clair qu'il existe, mais comment dire? C'est compliqué de dire que quelque chose d'invisible et qui nous échappe existe. C'est comme l'idée de Dieu, en fait. Est-ce qu'on est, nous, le fruit d'un... Est-ce que nous, les êtres humains, on est le fruit du hasard? Ou est-ce qu'on est le fruit d'une pensée divine? Est-ce que le fait de rencontrer quelqu'un, c'est le fruit du hasard? Ou alors est-ce que c'est écrit quelque part? J'en sais rien du tout. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas écrit. Et que c'est vraiment le hasard. C'est ce que vous écrivez, effectivement. Voilà. C'est ce que Nous je pense. sommes, Donc, toi et moi, là on entend votre... Vous êtes vraiment un poète, hein, et une plume très, très poétique. Nous sommes, toi et moi, vous parlez donc de votre bien-aimé, le résultat d'une somme de hasard. Je bénis le si qui nous a fait nous rencontrer, jolie note en bémol, fausse note en dièse, qui aussi nous a séparés. oui. C'est joli. Vous êtes musicien, on entend que vous êtes aussi un musicien. Oui, non, mais j'adore la poésie. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, c'était des poèmes. Hein, donc, je suis fou de ça. Moi, j'aime bien le mélange poésie et réalisme, en fait. Poésie et quotidien. C'est ça que je mélange dans le livre, en fait. C'est exactement... Il y a des poèmes, C'était d'ailleurs. mon but. Oui, il y a des poèmes, il y a des... Et puis, oui, le si, je sais pas... Ma mère disait souvent, enfin c'est elle qui disait ça, mais je pense que c'est un vieux truc, c'est avec des si on mettrait Paris en bouteille. Je pense pas que ce soit elle qui a inventé cette phrase. Non, hein. c'est une expression Mais assez connue. elle utilisait cette expression et je trouve ça dingue, quoi. C'est vrai que tout peut arriver, tout peut arriver. Là, après cette émission, je peux rencontrer quelqu'un. Je peux rencontrer une bagnole aussi, me la prendre dans la tronche. Je peux, enfin, tout peut arriver. C'est ça qui est génial. Il n'y a aucune certitude en fait. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, à ce moment-là, vous vous êtes décidé à écrire ce roman? Est-ce que vous en avez vécu d'autres peut-être? Oui. Des En fait, séparations? quand je vis une histoire d'amour, en général, j'écris beaucoup. Et cette histoire-là a réveillé en moi toutes les autres histoires d'amour que j'ai vécues. J'en ai pas vécu 50. Hein. Dans une vie, on en vit 3 ou 4, pas plus. Hein. Mais à chaque fois, elles ont été fortes. Et puis à chaque fois, j'ai beaucoup écrit. J'ai même fait mon premier album. Je l'avais fait pour une femme que j'aimais. Donc tout est remonté, tout est revenu. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai ouvert mes cahiers et puis j'ai regardé ce que j'avais écrit et je me suis dit tiens, ce serait pas mal si je faisais remonter tout ça en une histoire unique. Et c'était pour moi une forme de... C'était comme vital en fait, je devais absolument écrire. D'ailleurs c'est comme tout ce que je fais, si c'est pas fait dans l'urgence ou dans une forme d'urgence, je peux pas le faire. Donc là, ma motivation, même si c'est une motivation un peu naze, c'était une forme de... J'avais envie de la reconquérir, de la séduire encore avec ce livre. Bon, ça n'a pas marché, mais peu importe, on s'en fout. Le fait est que ça a donné ce bouquin et j'ai écrit jour et nuit. Et sur une période très courte, peut-être 3 ou 4 mois. Mais j'écrivais avec une grande intensité. Ouais. Oui, ça se voit d'ailleurs. Ouais. Dans les paroles, dans les mots. Oui. Elle s'appelle Héloïse, Oui. dans le livre cette bien-aimée, qui ressemble d'ailleurs, je crois, au prénom de votre
Bien aimé réel. Oui. Vous parlez de ce i avec 2 points Ah oui, notamment, oui, qu'on oui, retrouve. oui, j'ai pensé à elle aussi, mais bon. Est-ce qu'elle regroupe toutes les femmes justement de votre vie ou spécifiquement cette dernière rencontre? Non, on va dire que c'est toutes les femmes. Enfin, comment dire, je m'adresse pas à une personne en particulier, même si j'y ai pensé évidemment, mais je parle d'amour, donc c'est très ouvert en fait. Je crois que, vous savez, plus on va dans l'intime et plus on s'adresse aux gens. Ça aussi, c'est un peu paradoxal, mais et plus ça devient universel entre guillemets. Quand j'ai fait le documentaire sur mon papa, qui a été atteint d'Alzheimer, je me disais, on va parler de la famille Semoun, c'est intime, je fais venir ma sœur, on le filme lui. Je me suis dit, ça va intéresser 2 personnes, mais pas du tout. Ça a été vu... On va en reparler. Enfin, on va en reparler, Oui, d'accord. oui, bien sûr. Mais pour revenir sur le livre, l'avant-dernier chapitre est une véritable lettre d'amour. Oui, oui. On se pose la question, est-ce que c'est une vraie lettre que vous avez envoyée à votre fiancé de l'époque? Oui, c'est une vraie lettre, mais vous l'avez réécrite un peu? En même temps, oui, je l'ai réécrite. Elle est magnifique, c'est un vrai romantique. Oui, j'en suis un. Ouais. Mais au fond, je m'adresse à elle, mais je m'adresse aussi un peu à ma mère que j'ai perdue. Et justement, j'allais rebondir là-dessus, parce que l'avant-dernier chapitre, c'est effectivement cette lettre d'amour à votre amoureuse. Et le dernier chapitre est effectivement dédié à votre mère. Oui. Et en fait, on sent bien que tout ce livre est aussi dédié à votre mère. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai des difficultés à vous répondre. Quand vous aviez 11 ans, pour ceux qui ne le savent Exactement, pas. Ouais. Vous avez été très jeune, coupé de votre maman, qui n'avait que 37 ans. Exactement. 37 ans qui est un peu un chiffre maudit chez vous, puisque je crois que vous avez perdu votre frère aussi à 37 ans. Et d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, vous avez toujours eu des compagnes assez jeunes, plus jeunes, et il y a une espèce de plafond de verre de 37 ans qui est l'âge de la mort de votre mère. Vous le dites aussi dans le livre. Oui, je le dis, mais... Et au fond, à travers toutes ces femmes, c'est votre maman que vous... Exactement. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à votre question quand vous me dites à qui s'adresse ce livre. Au fond... je pense que ça s'adresse à elle aussi, enfin à la femme avec un grand F. Donc oui, à ma mère aussi, évidemment. Mais oui, c'est compliqué quand vous êtes coupé de votre maman d'une manière aussi brutale, puisqu'elle est morte d'une maladie, une hépatite B. En fait, son sang s'est empoisonné, puis ça a pris peut-être 2-3 semaines. Donc c'était super rapide. Mon père, le pauvre, n'a rien compris, nous non plus. Enfin, c'était très violent, hein. Donc forcément, ça laisse des traces, c'est sûr. Après, je ne sais pas pourquoi je vais avec des gens qui sont plus jeunes que moi, enfin des filles qui sont plus jeunes que moi, mais on dirait la confession d'un pédophile. Non, je déconne. Mais c'est certainement comme tout artiste, on ne se sent pas vieux, et moi je cultive encore cette part d'enfance que j'ai en moi, donc il y aurait peut-être un décalage si j'étais avec quelqu'un de mon âge, j'en sais rien. Je sais pas. C'est la question à laquelle je ne peux pas répondre. Je vous propose de passer à notre deuxième partie. On va continuer à dérouler sur ce livre, mais aussi sur votre vie. Je vais m'éclipser, je vais vous proposer 4 mots. À vous, Elie Semoun, de nous les éclairer. Vous éclipsez, vous partez de la pièce? C'est ça. Vous me laissez tout seul? Oui. D'accord? D'accord. À tout à l'heure. Elie. Oui. Je suis partie donc. J'ai remarqué, il y a un écran de télé à votre place. Exactement. Vous aimez bien être comme ça, tout seul? Je suis souvent seul, donc... quand je suis seul, il y a rarement des caméras devant moi. Hein. Mais bon. Seul sur scène? Ah, seul sur scène, seul dans la vie. Oui, bien sûr. On est souvent seul. On est souvent seul. Allez, premier mot
que je vous propose, vous l'aviez un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le mot vieux. Ah, vieux. Bah écoutez, ça tombe bien parce que quand cette émission sera diffusée, je crois que ce sera diffusé en octobre, c'est ça? J'aurai 59 ans. Donc on peut considérer que c'est vieux quand même. Est-ce que vous vous sentez vieux? Non, je me sens pas vieux, mais si vous posez la question à n'importe quel vieux, il vous dira la même chose que moi. En tout cas, physiquement, je me sens pas vieux. J'ai ni mal au dos, ni mal nulle part. Je peux marcher sur les mains si vous voulez. Mais bah, vieux, pour moi, un vrai vieux, c'est quelqu'un qui est plus en contact avec la réalité en fait. C'est soit quelqu'un qui est nostalgique du passé, enfin nostalgique de surtout quand il était jeune, et qui nourrit une certaine forme d'aigreur. Alors ça, j'en connais plein, des gens comme ça, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps en train de râler, qui ont peur de tout, qui ont des certitudes sur tout. Pour moi, ça c'est des vrais vieux. C'est vraiment les vrais vieux. C'est ceux qui ont peur de l'étranger. C'est ceux qui sont persuadés qu'une certaine partie de la population triche pour arnaquer la sécurité sociale. C'est ceux qui sont persuadés qu'il faut se débarrasser des étrangers. C'est ceux qui sont jamais contents en fait. Pour moi, c'est ça les vieux. Les vrais vieux. Les vrais vieux. Vous êtes un faux vieux. Bon, un vrai faux vieux. Est-ce que vous êtes toujours un enfant? Oui. C'est ce que vous écrivez souvent, ce que vous dites, qui n'a peut-être jamais grandi après ce trauma. Ou est-ce que quand même vous sentez que vous avez grandi? Un de vos livres disait « Je grandirai plus tard ». Est-ce que le plus tard est arrivé? Honnêtement, non, pas vraiment. Non. J'ai pas la sensation. J'ai encore... Mais après, je suis peut-être ridicule. Hein. Peut-être que les gens qui me regardent à la télé, ils se disent « Mais il se prend pour un jeune, celui-là. » Donc... Non, j'accepte. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Le temps qui passe, mais je ne veux pas rentrer dans ce que je vous ai décrit un peu plus haut, c'est-à-dire, je voudrais avoir encore la naïveté qu'on peut avoir, l'insouciance, l'inconscience des gens qui sont jeunes, c'est-à-dire qui foncent, quoi, et qui se disent on verra bien. Je pense que je suis encore comme ça. Donc vous gardez toujours une certaine fraîcheur malgré les événements, un contexte quand même de plus en plus pesant. Nous avons eu le Covid, le confinement, désormais une guerre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir quand même un petit peu changé, devenu plus grave, plus triste, même dans votre écriture comme humoriste? Peut-être, pas plus triste mais plus noir, oui, ça c'est sûr. Mais c'est parce que, vous savez... c'est parce que la société est comme ça. On ne peut pas faire, par exemple, un spectacle... Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas faire un spectacle léger quand la société ne l'est pas. C'est pas possible, je suis une éponge, je ressens les choses. Si un jour vous venez voir mon spectacle, vous verrez que les thèmes sont assez durs. Hein. Le handicap, la pédophilie même. Est-ce qu'on peut rire de la pédophilie? Moi, j'en ai fait un sketch. Le terrorisme. La mort, le terrorisme, le djihadisme, tout ça. Tout ça, c'est des sujets d'actualité qui sont violents, hein, qui sont anxiogènes. Mais justement, moi, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est de prendre ces sujets-là et de faire rire les gens avec ça. Vous savez, j'ai vu... hier, j'ai été voir le spectacle de mon ami Jérôme Commandeur. Il finit son spectacle dans un cercueil, quoi. C'est génial de faire ça. L'humour, politesse du désespoir. Exactement, c'est exactement ça. Donc pas plus triste, mais plus noir, oui. Un terreau fertile, donc cette actualité pas toujours très gaie. Le mot, c'est donc vieux. Évidemment, on pense aussi à Mon vieux. Ah. Ce très joli et très touchant documentaire sur votre papa, Paul, décédé il y a exactement 2 ans, et qui souffrait, vous le disiez, de la maladie d'Alzheimer. Mon vieux. Oui, qui va
qui va bientôt d'ailleurs passer au cinéma, parce qu'on me demande souvent où est-ce qu'on peut le voir. Ça va bientôt passer au cinéma, dans quelques salles. Je tiendrai au courant les gens sur mon Instagram, entre autres. Oui, très beau film qu'on a fait avec Marjorie Desjardins, la réalisatrice, et puis avec ma sœur aussi, avec comme personnage principal mon papa, qui était un personnage incroyable, qui me manque beaucoup, qui est mort à 88 ans et qui s'est retrouvé dans un EHPAD, parce qu'on l'y a mis, hein, bien sûr, mais on s'en est pas débarrassé, évidemment. Enfin, si vous voyez le film, vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'amour, qu'on l'a entouré de beaucoup d'amour avec ma sœur. Il y a eu le confinement et puis évidemment cette interdiction débile d'aller voir, du gouvernement, d'aller voir les personnes âgées. Et puis il y a eu un glissement, quoi. Il a complètement glissé vers la mort, en fait. Mais je pense que c'est... Enfin bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, quand on est âgé, quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer, on a besoin, comme il n'y a pas vraiment de médicaments ni contre la mort, ni contre cette maladie, ce qu'on peut faire, c'est entourer ces personnes d'amour et d'attention. Donc là, on n'a pas pu pendant un mois et ça a été difficile et puis ça a signé sa perte, ça c'est sûr. Ce papa qui est donc, j'imagine, très présent encore dans vos pensées. Oui, tout à fait. Vous avez été un aidant pour lui? J'étais un aidant, oui, ma sœur aussi. Un aidant aimant. Et oui, c'était... Ce film, en fait, il a été aussi... il est là aussi pour aider les aidants. Et dire Absolument. Moi, je suis un des parrains d'une association qui lutte contre cette maladie. Et il y a quand même 900 000 personnes qui sont atteintes de cette maladie. Mais 900 000, mais vous rajoutez tous les gens qui sont autour et qui sont, malgré eux, entraînés dans cette putain de maladie. C'est horrible. Donc oui, il faut les aider, les aidants. Il faut aider les aidants. C'est vrai que c'est pas facile. C'est une disponibilité à tout instant et de l'amour. Vous parlez comme si... Vous savez de quoi je parle ou pas? Un petit peu, oui. Ah, j'en étais sûr et certain. Vous voyez, tout à l'heure, vous n'êtes pas là, hein, mais tout à l'heure, quand vous m'avez parlé de ça, j'ai vu vos yeux briller. Et à mon avis, vous êtes je vous vois pas, mais vous êtes ému, je le sens. Peut-être. Allez, on passe au deuxième mot. C'est sûr, même. Allez, okay. Deuxième mot. Oui, oui. Le mot confiance. Confiance. Alors, confiance. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce qu'il faut avoir confiance en soi, c'est ça? C'est vous qui choisissez comment vous voulez la confiance, c'est répondre. Indispensable pour... Moi, je pense qu'il n'y a pas de confiance s'il y a pas d'amour, en fait. Enfin, en tout cas, moi, ça marche comme ça. Si je ne me sens pas aimé par une fiancée, par le public, par mon entourage, ma famille, je ne peux pas avancer, c'est impossible. L'amour, ça fait déplacer des montagnes, on peut décrocher la lune. En tout cas, moi, j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Enfin, ça me donne des ailes et franchement, l'image que je vais prendre est très bizarre, mais cet abruti de Donald Trump, par exemple. C'est un mec que j'aime pas du tout. Je comprends pas pourquoi les Américains ont voté pour lui. Mais vous savez ce qu'il avait pour lui? Il avait confiance. En fait, il était voilà, il n'a jamais. C'est un type qui doute pas. Et je pense qu'il a aussi réussi grâce à ça. Et il y a plein de gens. Alors là, je prends un mauvais exemple. Moi, je le déteste. Mais il y a des artistes qui ont changé la face du monde artistiquement parce qu'ils avaient confiance en eux. Et cette confiance, vous l'avez même quand je monte sur scène, j'ai confiance en moi. Et les gens le sentent. Ils sentent qu'ils sont guidés par quelqu'un qui sait où il va.
Et donc ça, c'est très important. C'est une confiance en vous que vous puisez dans le public, justement, dans les autres, dans l'autre, Alors, comme vous le disiez? Pas dans le public, dans mon propre talent, si toutefois j'en ai. Je le puise dans... Vous avez toujours eu confiance en vous? Bah, est-ce que j'ai l'air d'avoir confiance en moi, franchement? Franchement, non. Bah non, bah voilà. Mais avec le travail, par exemple, ce livre me donne confiance en moi. Mon spectacle me donne confiance en moi. Le film sur mon papa, les films que j'ai réalisés me donnent confiance en moi. Mais ça ne dure pas très longtemps. Mais quand vous maîtrisez votre art, là, vous pouvez prendre la confiance. Après, dans la vie, j'ai pas l'air d'avoir confiance en moi, mais au fond, j'ai confiance en moi. Enfin, mais tant mieux si j'ai pas confiance en moi, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ça qui permet d'avancer. C'est ce doute créatif, ouais, Exactement. qui permet de... Et il faut le cultiver tout le temps. Bien sûr. Parce que ceux qui ont confiance en eux, trop, c'est des cons. Enfin, je veux dire, on peut pas avoir de certitude dans la vie. Oui, il y a La une seule, c'est citation qu'on qu'on va- connaît bien sur les cons. Ouais, voilà. Continuons sur la confiance en l'autre et parfois la déception quand une confiance a été donnée. On pense évidemment aussi à votre compagnon de route de l'époque, Dieudonné. Ah, Dieudonné. Là aussi, il y a une confiance brisée finalement. Oui, une confiance. C'est pas le mot confiance, mais en tout cas, oui, enfin, moi, je le vois comme un gros gâchis, et sûrement le public aussi. J'ai pas bien compris pourquoi il est parti vers la politique et ses méandres, vers le racisme aussi, même s'il dit qu'il n'est pas raciste, mais ça y ressemble beaucoup quand même. Donc oui, moi, les rapports que j'ai avec les gens, c'est des rapports très affectifs, et j'ai été assez blessé par... en fait, j'avais été faire un petit film aux États-Unis. Je m'étais absenté 3 mois, et quand j'étais revenu à Paris, Dieudo était sur scène tout seul. Donc ça m'a blessé. Et oui, ouais. Pour résumer le truc, parce que je me suis beaucoup exprimé là-dessus, c'est un gros gâchis quand même. C'est con parce qu'on avait tellement de choses à faire encore. L'envers de la confiance, ça peut être la trahison, donc vous vous êtes senti trahi un peu dans cette histoire? Oui, oui. Oui, j'ai été... Oui, on peut dire ça. Oui, tout à fait. La confiance, est-ce qu'elle peut aussi se diriger vers le ciel, le bon Dieu? Ah, je me demandais quand est-ce qu'on va en parler de Dieu. Oh, Ce fameux Dieu. alors, Enfin, si je le rencontre, j'ai des trucs à lui dire, hein, celui-là. Alors, je pense vous dire que... Enfin, peut-être qu'il y a une foudre qui va me... Mais je ne suis pas croyant. Je m'intéresse aux gens qui croient. Je suis assez fasciné par les croyants. La preuve, j'ai été beaucoup à l'abbaye de Sénanque. On en parlera peut-être. Mais pour moi, ce sont la religion et Dieu, c'est des histoires qui ont été créées par l'homme, pour moi. En fait, au début, les hommes préhistoriques, comme ils ne savaient pas, ou les hommes primitifs, ils ne savaient pas donner des explications à tout, comme maintenant. Donc, ils se sont fabriqués des dieux, le soleil, la pluie, la montagne, l'arbre, la nature. Et puis, quand l'esprit est devenu un peu plus... Quand il y a eu plus de complications dans la pensée, on s'est dit, ben non, le soleil, c'est un astre, la montagne, c'est un amas de pierres, donc ça ne peut pas être des dieux, donc peut-être qu'il y en a un, pardon, tout-puissant, invisible. Ce que je veux dire, c'est que les hommes ont, de tout temps, essayé d'expliquer tout. Expliquer la mort, expliquer la disparition, expliquer la pluie, expliquer le soleil. Et voilà, c'est tout. Pour moi, c'est tout. C'est en fait, on essaye d'expliquer un mystère qui nous échappe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fout là, par qui on a été créé? On a dû être créé par quelqu'un, c'est sûr.
quand on fait une faute, on va en enfer. Quand on est quelqu'un de bien, on va au paradis. J'ai l'impression que c'est des histoires qu'on explique à des enfants. J'ai l'impression que c'est des garde-fous, en fait, pour nous empêcher de faire des bêtises, pour nous guider. Donc non, j'ai aucun... Enfin, je cherche pas de l'aide dans Dieu, mais je respecte beaucoup et ça m'empêche pas de fréquenter des gens qui sont très très croyants. On va en parler. Et on parlera tout à l'heure de l'abbaye de Sénanque. Oui, oui. Allez, troisième mot. Le jardin. Jardin. Indispensable à ma vie. Comme vous l'avez dit, oui, j'ai sorti un bouquin qui s'appelait Pelouse interdite, et donc où je parle de mon amour des plantes, du jardin, du jardinage. J'ai la chance d'avoir un jardin et de m'exprimer d'une manière presque artistique, on va dire, dans mon jardin. J'adore, j'ai un sens de l'esthétique assez pointu et pour moi, les plantes, c'est les plus beaux êtres vivants qui soient. J'ai aucune passion ni pour les chats ni pour les chiens. D'ailleurs, je ne pourrais pas en accepter un dans mon jardin parce qu'il déterrerait tout, il chierait partout. Enfin bref, je détesterais avoir ça. Mais bon, là, Les poissons, vous aimez je me suis fait plus des ennemis. Oui, les poissons, ouais, je trouve ça joli. Mais oui, dans un bocal enfermé. Bah vous, je commence à vous cerner, hein, j'ai compris. Ok. Donc, oui, j'adore ça, j'adore planter, j'adore mettre les mains dans la terre. Comme je fais beaucoup, je sillonne la France dans toutes mes dates. À chaque fois, je m'arrange pour trouver une pépinière et ramener des plantes. Donc, dans mon jardin, il y a des plantes de partout. Quelles sont vos plantes préférées, vos fleurs préférées? Alors, j'aime bien les plantes d'ombre, j'aime bien la fougère, les fougères arborescentes aussi, c'est des plantes tropicales. J'adore les plantes tropicales. J'ai ramené un bombax, bon, c'est un arbre tropical qui fait des fleurs magnifiques. Et sinon, j'aime le camélia, l'hortensia. Qu'est-ce que j'aime J'aime certains arbres aussi, le ginkgo. J'essaie de trouver des noms de plantes qui sont, que tout le monde connaît. J'aime aussi les bouleaux. J'ai différentes sortes de bouleaux à la maison parce que j'aime bien leur écorce. J'aime bien les chênes blanches, mais ça peut être rose, ça peut être marron, ça peut être rose. C'est dingue. Il y a plein de sortes de bouleaux différents. J'adore ça. C'est étonnant que quelqu'un comme vous, dont le nom, j'ai recherché ça, signifie étymologiquement vent du Sahara. C'est vrai? Oui, vous le saviez, c'est Moon, avec un H. Je savais pas. Soit aussi amoureux de la nature, de la verdure, de l'oasis finalement. Ouais, mais ça me calme, ça me détend. J'y mets toute mon... Enfin, c'est comme les gens qui ont des chiens ou des chats, comme vous avez un chien, c'est sûr. Donc, bah, oui, quand je suis loin de chez moi, j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver mon jardin comme si c'était quelqu'un. Donc, j'adore façonner ça. Et je suis aussi, chaque année, fasciné par les changements. Chaque saison, c'est une couleur différente dans le jardin, c'est super beau. Le jardin, c'est aussi celui qu'on cultive. Comme le disait Voltaire, il faut cultiver notre jardin, oui. Cultiver le monde, oui. Donner du sens à la vie. Exactement. Ça vous parle? Oui. Le jardin d'Éden, ça vous parle moins? Ah, vous voulez me... c'est dingue, hein, vous voulez que je sorte de cette heure-là en disant... sur KTO. En allant à l'église ou à la synagogue. Le jardin d'Éden, oui. Écoutez, pour l'instant, pour moi, je trouve que c'est des belles histoires. Des très belles histoires. J'ai fait ma communion en tant que juif, hein, donc je ne peux pas le cacher. Donc j'ai forcément lu la Torah, étudié la Torah.
J'ai lu quelques passages de la Bible aussi, mais j'ai lu aussi la mythologie grecque et j'ai retrouvé comme par hasard les mêmes histoires. Je sais plus, alors là je vais peut-être dire n'importe quoi, mais vous savez quand Moïse ou Abraham, je sais pas, est obligé de sacrifier son fils, enfin, j'ai lu, et qu'il est arrêté par le bras de Dieu, j'ai lu la même histoire dans la mythologie grecque, donc ça m'a troublé. Honnêtement, j'ai du mal à croire qu'il y ait quelque chose de divin. Il faudrait vraiment que quelqu'un de très fort arrive à me convaincre, quoi. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Je crois au génie de l'homme et aussi à sa monstruosité, évidemment, parce qu'il est capable du pire comme du meilleur, mais surtout du pire, je trouve. Donc ça, je crois en l'homme, ça c'est sûr, mais Dieu, franchement, j'arrive pas à... Je sais pas. Pour moi, c'est logique que c'est une création de l'homme. Donc le jardin d'Éden, ça doit être très beau. Hein. S'il cherche un paysagiste, il n'y a pas de problème. Je veux bien. Hein. Il peut vous appeler. Faut être à poil, c'est ça. Allez, on va vers le 4e mot. On parlait de jardin. Vous aimez les champs de lavande aussi? Oui, bien sûr. Vous voyez où je veux vous... Oui, à l'abbaye de Sénanque. Voilà. Et vous aimez le silence qu'on y trouve là-bas. Exactement. Silence, 4e mot. Ouais. Alors j'ai été 4 ou 5 fois là-bas. J'ai même emmené notre ami Gad que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçu. On y est allé ensemble. Et là-bas, en effet, c'est le silence. C'est des gens extraordinaires. Franchement, les frères que j'ai rencontrés là-bas... Alors, vous avez effectué des retraites. Hein. Des retraites, oui, pardon. Combien je crois que c'est 4 ou 5, je ne sais plus. Et donc maintenant, ils me connaissent. Et puis, ils m'ont aussi un peu remercié, entre guillemets, parce que l'abbaye partait en ruine. Donc, j'ai eu un jour un mail du frère... d'un des frères me disant, voilà, Élie, on a appris que vous étiez connu, parce qu'en fait, il ne me connaissait pas. Et est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous, parler dans les médias on a besoin d'argent parce qu'il y a un pan de l'abbaye qui s'écroule. Donc j'ai dit, pas de problème, je l'ai fait. Stéphane Bern l'a fait aussi avec moi. Et puis on a récolté, je crois, 1 million d'euros, un truc comme ça. Et l'abbaye est sauvée. Et si vous y allez là-bas, je vous conseille d'y aller, c'est près de Gordes, dans Luberon. C'est magnifique. Elle a retrouvé une deuxième jeunesse, elle est comme il y a 1000 ans. Grâce à vous. Oh, grâce à moi. Quand même. J'ai vous avez lancé cet appel au don. Voilà, c'est ça. J'ai donné un petit coup de pouce et j'en suis super fière. Et donc, voilà, je vais là-bas. C'est pas vraiment le silence. On mange en silence, mais surtout, on parle avec les frères. J'assiste à des messes. Je vais me balader dans la région. J'ai fait des jolies rencontres. Et j'y ai amené, comme je vous dis, Gad, qui vous en parlera sûrement. Et je trouve que c'est chouette de s'éveiller, de s'ouvrir à d'autres horizons. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller là-bas, vous qui ne croyez pas en Dieu? Une amie qui s'appelle Marie, d'ailleurs, qui m'en a parlé. Et je cherchais un peu de calme, en fait. C'était un tourbillon artistique, sentimental. Je cherchais un peu de calme et je l'ai trouvé. Et surtout la nature environnante, je trouve ça magnifique. J'ai été, comme je vous dis, j'aime ce qui est beau. Et j'ai même ramené, j'ai acheté des pierres du Luberon. Je ne sais pas si vous connaissez cette région, mais il y a plein de murs qui sont élevés en pierre sèche. Enfin, il n'y a pas de ciment entre les pierres et la couleur de ces pierres est sublime. Et j'en ai acheté, j'en ai fait ramener dans ma maison de banlieue. Donc chez moi, j'ai
J'ai un pan de mur qui vient de là-bas. C'est très beau. Dans les couleurs un peu du Blanc. Maroc aussi, non? C'est pas ocre? Non, c'est pas ocre, c'est Non. blanc. Non, non, non. Raté. Complètement raté. Ouais. Complètement raté. À essayer de m'amener au Maroc. Je suis né à Région Paris, de moi, madame. de votre père. L'Algérie, c'était celle de votre maman, Tlemcen. Exactement, exactement. Des pays que vous Que j'aime. visitez Oui, oui, que régulièrement? j'aime beaucoup. J'y vais quand je faisais le Marrakech du Rire, j'y allais chaque année. Et puis j'y allais, j'y vais pour faire mon spectacle, pour voir des amis, pour aller chercher des choses aussi. Dans ma maison, il y a des éliges, vous savez, ce qui couvre le sol d'une salle de bain ou d'un séjour, d'un salon, etc. Enfin, je ramène beaucoup de choses de là-bas, j'aime beaucoup ça. Revenons au silence, ce quatrième mot. Le silence que vous avez trouvé donc lors de ces retraites, que vous trouvez aussi parfois chez vous. Est-ce que le silence se rapproche parfois de l'isolement et de la solitude aussi? Écoutez, la solitude, moi je l'aime pas trop, mais je suis obligé de faire avec. On est tous très seuls. Bon, là c'est le cas dans ma vie, je suis seul, mais il y a des moments où quand vous venez de vous séparer de quelqu'un, la solitude, elle est très amère, elle est crue, elle est dure. Hein. Et puis après, avec le temps, on s'y habitue. Donc là, je suis dans cette période où ça va. J'assume d'être seul. Mais voilà, enfin, il y a des moments où on la supporte et d'autres où on la supporte pas. Là, je la supporte. Mais je l'aime pas. Moi, j'aime bien partager ma vie, en fait. Partager, ça c'est très important pour moi. Vous êtes généreux dans tous les sens du terme. Oui, je pense. Sans prétention, oui, oui. Mais oui, oui, oui. Artistiquement et même dans ma vie, oui, je suis généreux. Mais de toute façon, j'ai beaucoup parlé avec mon ami, le père Laurent, et il me dit... il m'a dit, quand vous mourrez, vous emportez rien, même pas vos lunettes de soleil, même pas rien du tout. Vous laissez une trace. Et c'est chouette de laisser une trace de quelqu'un qui a été généreux, qui a partagé, qui a donné de son temps, qui a donné de son talent pour faire rire, pour émouvoir. Moi, je fais partie de ces gens-là, je pense. Vous avez envie de laisser une trace? Oui, pourquoi pas. Mais pas pour des millions de gens. Hein. Je pense que le lendemain de mon décès, ce ne sera pas comme pour la reine d'Angleterre. Hein. J'en suis conscient. Mais en tout cas, ceux que j'ai aimés, mon cercle. Laisser une trace ou une brique? Une brique. Vous parliez de père Laurent, frère Laurent, peut-être? Non, le père, enfin, il y a les frères qui sont dans l'abbaye de Sénanque, et puis le père Laurent, qui est un ami à moi, et qui m'a pas mal éclairé, et qui éclaire ma vie encore, avec lequel j'ai beaucoup de discussions. C'est vrai que forcément ouais. Ce prénom me fait penser à votre propre frère. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un hasard, peut-être. Écoutez, vous m'emmerdez, vous, hein, c'est pas possible. Bah écoutez, j'en sais rien, mais oui, oui, mon frère s'appelait Laurent, en effet. C'est un prénom que j'aime bien. Oui. Attention, parce que si vous m'embêtez avec mon frère, je vais vous embêter avec ce qui se passe dans votre famille en ce moment. Hein. Je le sens. Hein. Bon, de toute façon, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Oui. Vous en sortez bien. Oui. Mais vous êtes assez perspicace. Bah oui, je sens tout. Vous sentez beaucoup de choses. Ah oui, oui, tout. Oui. Pour ça, méfiez-vous. Hein. Oui. Le chien, c'est vrai. Ah, bien sûr, c'est évident. La bon, façon allez, dont vous m'avez posé la question, je me suis dit, elle doit aimer les chiens. Incroyable. Ouais. Allez, à tout de suite, Elise Moon, pour la conclusion. Je suis de nouveau auprès de vous. Très bien. Étonnant, Je Elise peux pas vous Moon. zapper. Étonnant, pourquoi? Ah oui, vous sentez les choses, c'est vrai?
Bah Est-ce oui, que vous avez toujours eu ce don, comment un peu de voyance, de clairvoyance, de de voyance, non, ressenti? mais je remarque les choses comme certains de mes amis humoristes. Hypersensible en fait, Ouais, ouais, très ouais. connecté, vous sentez tout. Bah, je pense que j'ai un œil assez aiguisé, ouais. Oui, oui. Je vois bien, je vois les petits changements chez vous quand vous parlez de certains sujets. Comment J'étais vous... pas en face de vous tout à Vous l'heure, n'étiez pas en face de moi, mais donc je vous sens. l'entendez. Oui, oui, mais Incroyable. voilà. C'est Comment comme avez-vous ça, c'est normal. ressenti cette expérience vous-même, d'être seul avec effectivement une voix, la mienne en l'occurrence, qui vous Écoutez, parle peu? c'est pas, ça pourrait être déstabilisant pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué aux caméras. Moi, je suis un peu Bien sûr. habitué, donc c'est pas. Il m'en faudrait beaucoup pour me déstabiliser, en fait, je crois. Parce que malgré tout, même si je suis tout à fait sincère, je reste en contrôle. Vous voyez? Donc, faut être fort pour me bousculer, en fait. C'était pas le but. Non, c'est pas le but, mais ça peut être déstabilisant quand vous êtes seul devant. Enfin, vous voyez, Mm. c'est. Mais l'exercice, l'expérience en tant que telle, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? L'expérience, le confessionnal, Ah, ou non, le la confessionnal. psychanalyse, ou Oui, 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 oui. ces J'adore moments-là où il discuter y a une avec. introspection. Voilà. C'est marrant, je vois assez irrégulièrement un psy. Il a un très beau prénom, d'ailleurs, il s'appelle Melchior. Un des 3 rois mages. Voilà, exactement. Et donc, j'adore parler avec lui. J'adore ça et j'adore fouiller, creuser. Je suis assez fasciné par l'âme humaine, en fait. Et je pense que le plus important que je tire de ces discussions que j'ai avec lui, c'est de ne pas se raconter d'histoire dans la vie. Là, je raconte une jolie, mais je suis très lucide sur moi-même dans le livre. Je ne me fais pas de cadeaux, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, faut pas faut pas se sortir les violons, se dire oh mon Dieu, je suis amoureux, c'est génial. Non, tu es amoureux parce que cette fille t'échappe. Tu es amoureux parce que y a des difficultés. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Exactement, ça marche beaucoup ça. Hein. Et ça nous fait croire plein de conneries en fait qui sont fausses. Et au fond, c'est ce que je dis dans le livre parce qu'au fond, qui j'aime vraiment, c'est ma mère. Enfin, c'est l'image de la mère. C'est peut-être pas cette fille, et peut-être que cette fille m'a même pas vraiment aimé, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de, il faut faire tomber les apparences. On a tous des paravents, on se cache tous derrière des choses. C'est intéressant de temps en temps de les laisser tomber. Quand on est artiste et qu'on a un regard perçant comme les artistes l'ont, en général, on déshabille vite les choses, les situations, les gens, enfin, pas physiquement, évidemment. Et vous-même? Oui, Vous- et Vous avez soi-même, commencé on à prend un vous miroir. déshabiller Et puis, complètement? bah, oui, mais il y a quand même des... Parce que dans le livre, elle dit, c'est un de vos chapitres, tu utilises trop le jeu. Il faudrait enlever le jeu, c'était le titre de votre chapitre. Oui, oui, oui. Le Bah, jeu JE, donc exactement, le jeu. l'ego, Exactement. Bah, c'est le plus compliqué. pour un artiste surtout. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a besoin de cet ego, il est indispensable. Et souvent, vous savez, les gens les plus égocentriques, ce sont les gens qui se détestent le plus. C'est très, très paradoxal aussi. La vie est paradoxe. Comment? La vie est paradoxe. Complètement. Mais c'est génial. C'est super. On se croit immortel alors qu'on est mortel. Ça aussi, c'était l'une des entêtes C'est de, ça, de voilà. vos chapitres. Ouais, ouais. L'immortalité. Bah Ça, oui. vous y croyez pas? Je Il franchement, faut commencer par mourir, vous écrivez. ouais. Pour être immortel, il faut commencer par mourir. Ben, j'aimerais bien y croire. En fait, honnêtement, je vous envie. Vous êtes croyante, c'est sûr, et je vous envie. Parce que vous avez ça en vous, et je suis certain que c'est un feu intérieur qui vous protège de plein de choses. Mais j'ai pas ça. Mais je vous envie, hein, j'aimerais bien être comme vous. Hein. On arrive à la fin de cette émission, complètement cette fois. Je rappelle le titre de ce premier roman d'amour,
largement autobiographique quand même. Compter jusqu'à toi, c'est un joli titre. Ouais, merci. Donc chez Robert Laffont, que je vous conseille de lire. Dans l'actualité d'Elysée Moon aussi, vous pouvez le voir sur scène. Et si vous êtes à Paris, 6 et 7 décembre, au Folies Bergères, avec Élie et ses monstres. Ouais. Et il en a plusieurs. Et puis Ducobu, président, à voir dans les bacs, enfin en DVD. En DVD, maintenant que c'est plus vraiment au cinéma. Merci infiniment, Elysée Moon, Merci pour votre présence. Merci à vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur 4tv.com. À la semaine prochaine.